À Ouagadougou, les sirènes ont fendu la nuit interdite, annonçant le danger invisible. Une attaque coordonnée a frappé le cœur du pouvoir, révélant un théâtre d'ombre, où des mains étrangères testent la souveraineté burkinabé, dans un silence assourdissant. Pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui croient encore au destin africain, cette offensive pose une question. Jusqu'où ira la guerre cachée? Sous la lune, les lignes de force tremblent, mais le peuple tient. Ce soir-là, Ouagadougou a compris que le danger n'est plus lointain, mais tapi dans ses murs mêmes. Ce reportage promet de dévoiler les forces invisibles qui redessinent la souveraineté du Burkina Faso aujourd'hui, entre diplomatie, renseignement et propagande. Depuis l'attaque manquée contre Ibrahim Traoré, chaque geste du pouvoir militaire s'inscrit dans une équation à trois inconnus: sécurité, indépendance et influence étrangère. Les documents internes, les signaux électroniques et les réactions des chancelleries esquissent une mécanique bien plus vaste qu'un simple complot, car derrière les armes, il y a des récits, derrière chaque silence, une stratégie. Le public le ressent, la tension se propage, et le Sahel entier écoute, suspendu à la moindre déclaration. Mais où finit la défense légitime, et où commence la manipulation? C'est là que se joue, peut-être, la survie d'un État et la fierté d'un continent. Dans les premières heures du mardi 24 octobre, les écrans de contrôle du palais présidentiel ont enregistré 4 pannes successives en moins de 7 minutes. Ce détail, confirmé par une note interne du Conseil de défense, constitue le premier indice tangible d'une opération planifiée bien au-delà des frontières nationales. À 2h30 du matin, une colonne de véhicules sans immatriculation s'est approchée du périmètre présidentiel. Les témoins évoquent des détonations, des coupures de réseau, puis un silence total, le signe d'une neutralisation rapide, mais aussi d'un brouillage sophistiqué. Les forces loyalistes ont repris le contrôle avant que les assaillants n'atteignent la résidence principale, évitant ainsi une tragédie dont le pays peine encore à mesurer les implications. Les premiers rapports de la gendarmerie décrivent des équipements d'origine étrangère, des communications cryptées et des signaux électroniques renvoyant à des serveurs situés hors du Sahel. Depuis, l'affaire prend la forme d'un puzzle géopolitique, entre influence occidentale présumée et soupçons de guerre hybride. Les analystes régionaux, à Accra comme à Bamako, y voient le prolongement d'un affrontement invisible où la souveraineté devient le champ de bataille. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement un acte de survie politique, c'est un message adressé à toute l'Afrique francophone. Chaque décision, chaque mot prononcé après cette nuit pèse lourd dans la balance de l'indépendance continentale. Les chancelleries occidentales observent, les marchés retiennent leur souffle, et les populations, elles, murmurent « Jusqu'où cette guerre de l'ombre ira-t-elle » Dans les ruelles de Ouagadougou, la peur s'est transformée en attente, une attente tendue, presque solennelle. Dans les couloirs du ministère de la Sécurité, un jeune officier raconte, à voix basse, comment la première alerte a été ignorée. À 1h58, son unité a détecté un signal radio inconnu, un code qui n'apparaissait dans aucune base de données militaire. 30 minutes plus tard, il observait la déconnexion simultanée de plusieurs caméras thermiques entourant la résidence présidentielle. « On a cru à une erreur de maintenance, » dit-il, jusqu'à ce qu'on entende les premières explosions. Ce témoignage, recoupé par 2 autres sources internes, confirme que l'attaque s'est jouée sur la frontière floue entre technologie et infiltration humaine. Dans les heures suivantes, un réseau clandestin d'observateurs civils a été mobilisé à travers Ouagadougou pour suivre les mouvements suspects. Les habitants ont filmé des véhicules sans plaque, des hommes en tenue sombre, communiquant à gestes codés. À l'aube, les autorités imposaient un couvre-feu total et suspendèrent les connexions mobiles, signe que la menace n'était pas encore écartée. Ce soir-là, l'État burkinabé a agi comme un organisme blessé, réflexe, instinct, survie. Mais pour Ibrahim Traoré, cette riposte improvisée révélait une faiblesse plus structurelle, la dépendance au système de surveillance importé, souvent contrôlé depuis l'étranger. Le pouvoir pouvait repousser une attaque, mais pas encore couper les fils invisibles qui le relient à d'autres centres de commande. Et c'est là que tout commence vraiment. Dans les premières heures de la nuit, l'alerte a retenti. Dans le quartier de Kosiam, des habitants ont vu passer des véhicules militaires sans fanion. Les téléphones vibraient, puis s'éteignaient. Les signaux GPS perdèrent la trace. À 2h20, les premières détonations ont résonné. Brèves, précises, espacées de 30 secondes. Les unités de la garde présidentielle ont réagi instantanément,
verrouillant le périmètre nord. Une patrouille d'élite, déployée depuis l'aéroport, a intercepté un convoi suspect muni d'antennes paraboliques miniatures. Les témoins parlent d'un affrontement bref mais violent. Les assaillants étaient entraînés, disciplinés, presque silencieux. Les soldats burkinabés ont riposté à balles réelles, neutralisant 2 véhicules et forçant le reste du groupe à se disperser. À l'heure la plus critique, le chaos s'est intensifié. À 2h47, le courant a sauté dans la moitié de Ouagadougou. Les écrans du centre de commandement affichaient une mosaïque d'erreurs. Pendant près de 15 minutes, personne ne savait si le président était encore en sécurité. Ibrahim Traoré, réveillé par les sirènes, a rejoint le poste de crise, casque sur la tête, téléphone crypté en main. Il a ordonné la fermeture immédiate de l'espace aérien et la suspension de tous les canaux civils de communication. L'opération a été déclenchée. 600 hommes répartis en cercle concentrique autour du palais. Des drones légers ont survolé les toits pour repérer les sources d'émissions suspectes. À 3h05, une frappe ciblée a détruit une camionnette équipée d'un relais satellite dissimulé sous une bâche blanche. Ce point d'impact deviendra plus tard la clé de l'enquête. À l'intérieur, on a retrouvé du matériel portant des marquages d'origine européenne. Le chaos s'est mué en coordination. L'armée reprenait le dessus. Au lendemain de la crise, la ville s'est réveillée transformée. Au lever du jour, la ville était méconnaissable. Des barrages de fortune parsemaient les avenues, les hélicoptères patrouillaient bas, les habitants restaient calfeutrés. Les messages officiels parlaient de tentatives déjouées, mais la rumeur courait plus vite que les communiqués. Des comptes anonymes publiaient déjà des récits contradictoires, accusant tantôt les puissances occidentales, tantôt des factions internes. Dans les mosquées, les prières du matin se mêlaient aux murmures d'inquiétude. À midi, la télévision nationale diffusait un message du gouvernement affirmant que la situation est sous contrôle. Mais l'atmosphère demeurait lourde. Chacun sentait que l'attaque n'était qu'un prélude. Derrière la façade d'un État debout, une guerre de nerfs commençait. Car pour le Burkina Faso, ce 24 octobre n'a pas seulement testé la force militaire. Il a exposé la vulnérabilité psychologique d'une nation sous surveillance. Avant l'attaque du 24 octobre, le Burkina Faso recensait 12 incidents sécuritaires par semaine dans la région centrale. Dans les 7 jours qui ont suivi, ce chiffre est monté à 28 cas signalés, un bond de plus de 130%. Cette hausse brutale traduit non seulement la nervosité des forces de sécurité, mais aussi la multiplication des fausses alertes, typiques d'une guerre d'influence où la peur devient une arme. Le trafic numérique sortant de Ouagadougou a chuté de 61% entre 2h00 et 8h00 du matin. Les spécialistes en cybersécurité y voient la trace d'une coupure volontaire, destinée à isoler les centres de commande et empêcher toute fuite d'informations vers l'extérieur. Ce blackout contrôlé a permis aux unités de neutraliser les signaux d'ingérence étrangère détectés sur les bandes 4G militaires. 37 dispositifs de communication sophistiqués ont été saisis dans les zones bouclées après l'assaut. Leur traçage révèle des origines multiples, 6 Européens, 4 Asiatiques et le reste non identifiables. Selon un rapport confidentiel consulté par nos correspondants, plusieurs d'entre eux présentaient des modules de chiffrement réservés d'ordinaire à des contractants de l'OTAN. Cette concordance technique nourrit l'hypothèse d'une coordination extérieure, même si aucune preuve directe n'a encore été produite. Dans les laboratoires du renseignement burkinabé, les analyses se poursuivent. Chaque puce démontée, chaque code extrait, raconte une part d'une guerre nouvelle, silencieuse, fragmentée, technologique. Les ingénieurs de l'armée notent que certains composants semblent conçus pour transmettre des données inversées, c'est-à-dire modifier les signaux de localisation afin de brouiller la traçabilité des assaillants. Une telle architecture n'est pas à la portée d'un groupe local, affirme-t-il. Elle suppose un appui extérieur bien équipé. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent des arguments diplomatiques. Dans les réunions à huis clos, il évoque les 28 incidents, le trafic coupé, les 37 appareils confisqués. Des preuves tangibles, selon lui, d'une guerre hybride orchestrée. Mais au-delà des statistiques, c'est la bataille du récit qui se joue. Chaque donnée sert à construire la légitimité d'un État défiant des puissances mieux armées en technologie et en communication. Et si les nombres changent, l'équation demeure. Qui contrôle l'information, contrôle la peur. Dès les premières heures, 2 lectures opposées se sont affrontées dans les cercles diplomatiques. La première, défendue par plusieurs observateurs occidentaux, affirme qu'il s'agit d'une tentative interne.
des factions militaires mécontentes du recentrage géopolitique du pays auraient agi sans soutien étranger. Leur argument s'appuie sur l'historique des tensions internes et sur le manque de preuves directes liant l'attaque à des acteurs extérieurs. Pour eux, voir la main de puissances étrangères reviendrait à ignorer la complexité d'un système politique encore en transition. Mais une deuxième thèse, plus répandue à Ouagadougou et dans les capitales sahéliennes, décrit un scénario d'ingérence hybride. Les éléments techniques, brouillage ciblé, synchronisation temporelle, équipement multi-origines, seraient impossibles sans assistance extérieure. Des experts en sécurité régionale soulignent que la simultanéité des pannes dans 4 réseaux indépendants suppose une coordination au-delà des capacités locales. Un chercheur malien rappelle qu'en 2023, un modèle identique de brouillage avait été observé lors d'une opération clandestine à Gao, à proximité d'une base européenne. Entre ces deux lectures, le gouvernement burkinabé adopte une position prudente. Il parle d'influence étrangère possible, sans nommer de pays. Une stratégie de retenue destinée à éviter l'escalade diplomatique tout en renforçant la cohésion interne. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré évoque une attaque contre la souveraineté africaine, sans céder à la rhétorique de la confrontation directe. Son ton mesuré surprend. Il ne cherche ni l'émotion ni la vengeance, mais la preuve. Cette posture analytique, presque clinique, transforme le débat. Elle force les alliés comme les adversaires à justifier leur position. Car au-delà du conflit d'interprétation, une réalité s'impose, celle d'un État jeune confronté à une mécanique mondiale où les frontières du visible se dissolvent. Et dans cette zone grise, le Burkina Faso tente de bâtir son propre récit, lucide et souverain. 3 jours après l'attaque, un tournant décisif a eu lieu. Les enquêteurs militaires ont mis la main sur un fragment de disque dur retrouvé dans la carcasse d'un véhicule brûlé. À l'intérieur, des schémas de fréquences, des coordonnées GPS et une liste partielle de correspondances codées reliant Ouagadougou à des adresses IP situées à Genève et à Bruxelles. Ce document a tout changé. Les techniciens du renseignement y ont vu la preuve d'une chaîne de commandement transnationale, subtile, mais réelle. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte confirmait ses pires soupçons. Le pays n'affrontait plus seulement des ennemis visibles, mais un système d'influence algorithmique capable de désorienter une nation entière. Le président a exigé que les conclusions préliminaires soient partagées avec l'Union africaine avant toute fuite vers la presse. Une décision jugée audacieuse, car elle exposait le Burkina Faso à la lumière diplomatique tout en forçant la transparence régionale. À partir de là, le récit change. D'un assaut nocturne, on passe à une bataille d'informations, de câbles et de récits concurrents. Et dans cette guerre sans uniforme, la vérité devient le dernier champ de bataille. L'impact immédiat de l'attentat manqué a été institutionnel. Le ministère de la Défense a doublé ses effectifs de veille numérique, passant de 320 à 640 analystes en une semaine. Des cellules conjointes entre armée et renseignements civils ont été créées pour surveiller les flux d'informations entrants. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, le gouvernement a lancé un plan de cybersécurité financé à 70% par des fonds internes. Cette centralisation, saluée par une partie des cadres, inquiète aussi les partisans d'un contre-pouvoir plus transparent. Les sociétés minières et logistiques, déjà fragilisées par la réduction des concessions étrangères, subissent un choc secondaire. Les exportations d'or ont chuté de 15% sur le mois suivant en raison des contrôles renforcés et des perturbations du transport aérien. Les investisseurs régionaux redoutent une militarisation accrue de l'économie. Cependant, une frange d'entrepreneurs burkinabés y voit une chance de reconquérir un marché longtemps dominé par les intérêts extérieurs. Le mot d'ordre dans les cercles économiques est désormais « produire local, sécuriser national ». Pour la population, la peur s'est installée plus profondément que la violence elle-même. Les écoles du centre-ville ont vu l'absentéisme grimper de 23% durant la semaine post-attaque. Les radios communautaires multiplient les messages d'apaisement, mais les rumeurs en ligne prolifèrent. Beaucoup évoquent un ennemi sans visage, mélange d'espionnage, de trahison et de manipulation. Dans les quartiers populaires, on parle moins de politique que de survie quotidienne. Pourtant, dans le silence des rues, une solidarité nouvelle se tisse. Gardiens, commerçants, enseignants s'organisent pour protéger leur zone de vie. Au-delà des frontières, l'écho est immédiat. Le Mali et le Niger ont renforcé la surveillance de leurs bases partagées, craignant une contagion d'opérations hybrides. À Abuja,
des diplomates évoquent déjà la nécessité d'un bouclier sahélien commun. L'Union africaine a convoqué une session extraordinaire sur les attaques non conventionnelles contre la souveraineté des États membres. Les chancelleries occidentales, elles, observent en silence, redoutant que l'affaire devienne un symbole continental de défiance. Dans cette recomposition des équilibres, le Burkina Faso, petit par sa taille, devient grand par son rôle. Un laboratoire de résistance politique et informationnelle. Et pour Ibrahim Traoré, chaque jour gagné sans effusion de sang est désormais une victoire stratégique. Les 6 prochains mois devraient être marqués par une consolidation sécuritaire progressive. Le gouvernement poursuivra la traque des réseaux infiltrés tout en maintenant un contrôle étroit des communications numériques. Les relations diplomatiques avec les pays voisins resteront fonctionnelles, mais teintées de méfiance. Ibrahim Traoré cherchera à équilibrer fermeté et ouverture, multipliant les alliances africaines tout en tenant à distance les partenaires occidentaux. Ce scénario repose sur un équilibre fragile, stabilité apparente, mais tension permanente. Si les réformes engagées aboutissent, le Burkina Faso pourrait transformer la crise en levier d'autonomie. Une coopération technologique renforcée avec le Mali et le Niger permettrait la création d'un nuage souverain sahélien. Les exportations minières, relancées sous contrôle national, financeraient une armée mieux équipée et moins dépendante. Sur le plan intérieur, la confiance civique se restaurerait peu à peu, symbole d'une résilience africaine réaffirmée. Dans cette vision, Ouagadougou deviendrait la vitrine d'un modèle alternatif à la tutelle étrangère. Une série d'incidents mal attribués pourrait envenimer les relations avec plusieurs partenaires internationaux. L'économie, privée d'investissements extérieurs, s'essoufflerait. La centralisation du pouvoir, justifiée par la sécurité, se transformerait en dépendance structurelle. L'opinion, lassée des restrictions, glisserait vers une résignation silencieuse. Pour Ibrahim Traoré, le défi serait alors de maintenir la légitimité sans céder à la tentation autoritaire, tâche redoutable dans un climat d'isolement. Entre ces 3 voies, la différence ne tient pas à la force militaire, mais à la maîtrise du récit. Celui qui contrôle la perception contrôle l'avenir. Et pour le Burkina Faso, raconter sa propre histoire pourrait bien être la plus grande victoire des 12 mois à venir. Dans les rues de Ouagadougou, la vie reprend, mais le regard des gens a changé. Les habitants parlent moins de peur que de responsabilité. Ce n'est plus seulement l'affaire du président, confie une enseignante du quartier de Patte-d'Oie. C'est celle de chacun de nous. Elle raconte comment ses élèves, d'à peine 12 ans, débattent maintenant de cybersécurité et de souveraineté nationale. Ce réveil collectif dépasse la politique. Il touche l'identité même du Burkina Faso. Dans les marchés, les commerçants installent des radios communautaires, écoutant chaque mise à jour officielle. Les chauffeurs de taxi, les soldats en repos, les jeunes diplômés au chômage, tous partagent une même phrase. On ne nous fera plus taire. Pour eux, l'attaque contre le palais n'a pas seulement visé Ibrahim Traoré, mais tout un peuple décidé à exister par lui-même. Les conversations se mêlent, les doutes persistent, mais une conscience nouvelle s'enracine, celle d'un pays qui comprend enfin que sa liberté ne sera pas donnée, mais défendue. Cette transformation silencieuse porte un nom, maturité civique, et c'est peut-être le plus grand héritage de cette crise. Quand une nation commence à discuter de son propre destin, même dans la tourmente, elle devient adulte. Alors, au lieu de craindre l'avenir, beaucoup choisissent de le fabriquer, pas à pas, entre peur et espoir. Car le courage, ici, n'est plus seulement celui d'un capitaine, mais d'un peuple entier. Pour que la survie devienne relance, il faut une méthode, pas seulement du courage. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement a validé une feuille de route articulée autour de 5 axes concrets. Renforcer la cybersurveillance nationale avec un centre d'alerte opérationnel d'ici mars 2026, capable de détecter les intrusions en moins de 90 secondes. La réussite sera mesurée par la baisse des interruptions réseau critiques. Remplacer progressivement les infrastructures de communication importées par des solutions locales ou africaines avant fin 2027. Un indicateur clé, le pourcentage d'équipements reconfigurés sur serveurs internes. Former 5000 agents civils et militaires à la communication de crise et à la gestion de l'information publique. Le succès se mesurera à la stabilité des perceptions collectées dans les enquêtes trimestrielles. Créer un pacte sahélien de transparence numérique avec le Mali et le Niger. L'objectif, partager les données de cybermenaces sans dépendre des plateformes occidentales.
institutionnalisé le 24 octobre comme journée nationale de la vigilance souveraine, parce qu'un pays qui se souvient devient plus difficile à manipuler. Dans ce plan, la technologie n'est qu'un outil, la souveraineté, une discipline quotidienne. Et pour le Burkina Faso, cette discipline commence par la lucidité. Dans le même bureau où tout a commencé, la lumière reste allumée. L'officier qui, cette nuit-là, avait intercepté le signal inconnu, observe désormais les écrans avec un calme différent. Derrière lui, sur le mur, une photo d'Ibrahim Traoré en uniforme, regard fixe vers l'horizon. Elle ne symbolise plus la peur, mais la continuité. Chaque clic de clavier rappelle la fragilité de ce pouvoir qui veille sans dormir. Les cicatrices de l'attaque sont encore visibles. Murs réparés, antennes reconstruites, regards marqués. Pourtant, sous ces traces, une conviction s'est enracinée. Celle d'un pays qui a failli tomber, mais s'est redressé seul. Dans les écoles, les jeunes répètent les mots du président. Nous ne négocions pas notre dignité. Et dans les rues silencieuses de Ouagadougou, cette phrase a remplacé les sirènes. Le 24 octobre est devenu plus qu'une date, une boussole, une promesse murmurée à chaque aurore. Et tant que la mémoire veille, le silence ne sera plus jamais une faiblesse. Le courage ne dort plus à Ouagadougou. Dans cette histoire, chacun trouve un miroir. Pour certains, c'est celui du pouvoir et de la vigilance. Pour d'autres, celui du doute et de la fatigue. Mais pour tous, c'est le reflet d'un combat silencieux, celui d'un peuple qui refuse d'être écrit par d'autres. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom prononcé dans les communiqués officiels. Il est devenu le symbole d'une idée plus vaste, celle d'une Afrique qui apprend à se défendre par la connaissance, la cohérence et la mémoire. Et si la nuit du 24 octobre a marqué une fracture, elle a aussi ouvert une brèche dans laquelle la dignité s'est glissée. Ce récit, au-delà des frontières, invite à réfléchir à ce que signifie souveraineté à l'ère des écrans. Comment protéger un pays quand les armes sont des signaux et les champs de bataille, des récits? La réponse n'appartient pas qu'aux dirigeants. Elle commence peut-être ici, dans l'attention de ceux qui regardent, écoutent et transmettent. Alors, la question reste ouverte. Jusqu'où serons-nous prêts à défendre la vérité?